Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche. En studio aujourd'hui, l'écrivain Olivier Guèze. Il vient de publier chez Grasset il y a quelques jours Le Grand Tour. Bonjour Olivier Guèze. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'initiative de cet ouvrage collectif Le Grand Tour. C'est un autoportrait de l'Europe par ses écrivains, comme l'indique le sous-titre. Vous avez réuni 27 textes de 27 écrivains européens, un par État membre. C'est un livre qui tombe à point nommé pour parler d'Europe dans cette actualité de la guerre en Ukraine. Alors que l'offensive russe en Ukraine se poursuit et même s'intensifie, il semble que les Européens n'avaient pas paru aussi soudés depuis bien longtemps. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Oui, c'est le sentiment. Je pense que tous les Européens, aujourd'hui, du nord au sud, d'est en ouest, se sentent concernés et même menacés par la Russie. Je pense que pour la première fois, c'est même pas l'une des premières fois, même pas, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas senti comme ça. Je pense que pour la première fois, tous les Européens ont le sentiment d'appartenir à une communauté de destin. Et qu'au fond, les Russes ont envahi et font cette guerre atroce en Ukraine parce que les Ukrainiens se sentent européens et parce qu'ils voulaient rejoindre la grande famille européenne. Donc c'est une guerre quelque part déclarée à l'Europe, déclarée à la civilisation européenne, déclarée aux valeurs européennes. Vous dites donc que c'est une rupture, un tournant historique. Est-ce que vous êtes étonné qu'il faille que la démocratie soit menacée sur notre flanc Est, aux frontières de l'Europe, pour que les Européens se souviennent qu'il faut défendre les libertés et la démocratie ? Je pense que les nations réagissent comme les individus, c'est-à-dire qu'on se laisse un peu porter, on s'oublie, et lorsqu'on rencontre une crise, eh bien c'est à ce moment-là qu'on se rend compte exactement de qui on est, d'où on vient et pourquoi nous sommes là. L'Europe a toujours fonctionné par crise, hein, en tout cas l'Union ou la communauté européenne, mais là c'est très 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 différent. On n'a jamais eu une guerre de cette ampleur sur le sol européen, évidemment, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, de par les déclarations de Poutine, on voit bien qu'il en veut à tout l'Occident, et en particulier à l'Europe, qu'il a considéré comme faible, qu'il a considéré surtout comme trop faible. Et donc, là, on est parti dans une espèce d'engrenage. Personne ne sait exactement où on va, d'où l'inquiétude à l'échelle du continent. Et si la Russie envahit l'Ukraine, c'est sans doute aussi parce que l'Ukraine, justement, regardait vers l'Ouest et vers l'Europe. Bien sûr. Bien sûr, et les Ukrainiens, que ce soit lors de la révolution de 2003 ou de 2014, ne voulaient pas d'une marionnette à la solde de Moscou. Et Moscou n'a pas pu tolérer cette volonté des Ukrainiens de quitter l'Eurasie et la sphère russe pour se rapprocher de l'Europe. Donc on est vraiment dans... Enfin, c'est presque inimaginable, c'est de la science-fiction ce qu'on vit tous les jours. Quasiment une guerre entre un pouvoir russe d'un autre âge et un bloc continental qui, lui, a fait d'autres choix et à qui on impose la guerre. Et il y a un renversement qui est quand même assez intéressant et curieux, c'est que c'est le président ukrainien Zelensky, qui est un représentant de l'Europe orientale, qui est longtemps oublié derrière le rideau de fer, qui combat pour la démocratie. Est-ce que c'est la fin, ou alors le début de la fin de ce que vous qualifiez de schisme, de fracture entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est ? En tout cas, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que toute l'Europe se sent concernée par la même chose et que les Lituaniens ressentent la même chose probablement que les Portugais. Alors probablement que les Portugais ont moins peur que les Lituaniens, mais il n'empêche que je pense que les Portugais se sentent aussi menacés dans leur identité, dans leurs valeurs par cette offensive russe. Peut-être que ça va combler le fossé effectivement qui s'est creusé entre 1945 et 89 entre les deux Europes. Et alors tout le monde le dit, grâce à Vladimir Poutine, l'Europe a fait plus de progrès en 3 jours, 1 semaine ou 10 jours qu'en 40 ans. C'est vrai, mais je pense que... Enfin, on peut difficilement le formuler compte tenu de la situation catastrophique en Ukraine et qu'on va découvrir au fond parce qu'on a relativement encore peu d'images, on n'a pas de bilan humain et puis ce que tout le monde nous dit, c'est que le pire est à venir. Des grandes villes comme Kiev, comme Odessa. Donc, on aurait tort de se réjouir de ces progrès européens. Dans cet ouvrage collectif Le Grand Tour, comment est-ce que vous avez choisi ces 27 écrivains européens ? Je les ai choisis soit parce que je les connaissais personnellement,
et j'estimais leur travail, d'autres que je ne connaissais pas personnellement, mais j'estimais leur boulot aussi, leurs livres. Et puis il y a quelques autres, j'avoue, je ne suis pas spécialiste de toute la littérature européenne, hein, je ne connaissais pas la littérature lettonne contemporaine, ou même la bulgare, ou la chypriote. Et donc, soit ce sont des amis qui m'ont donné un coup de main, soit c'est en passant par les services culturels des ambassades qui m'ont donné un certain nombre de noms, et c'est comme ça que ces 27 auteurs ont été réunis. Et il y en a certains qui s'expriment aujourd'hui dans les médias. Je pense par exemple à Sophie Oksanen. Il dénonce la guerre, ou en tout cas il donne à penser cette invasion russe. Est-ce que pour vous, on les entend suffisamment, ces intellectuels et ces artistes plus généralement? On les entend, mais là je crois qu'on entend surtout le fracas des armes. Nous, écrivains, nous, intellectuels, nous, artistes, on peut faire des tribunes, on peut... et c'est important de montrer aux Ukrainiens qu'on pense à eux, qu'on est solidaires, qu'ils sont pas seuls, même si au fond, ils sont seuls. Au fond, c'est eux qui se font bombarder, c'est eux qui doivent quitter leur ville, c'est eux qui doivent quitter leur pays. Pour beaucoup, c'est une démonstration de solidarité, mais c'est aussi la démonstration, malheureusement, de notre impuissance. C'est plus tard qu'il faudra être là. C'est plus tard qu'il faudra aider ces écrivains ukrainiens qui ont dû quitter leur pays. C'est plus tard qu'il faudra aider cette nouvelle génération de dissidents russes et biélorusses qui vont arriver aussi, qui va arriver aussi sur le sol européen. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être très présent. Là, les Ukrainiens ont surtout besoin d'armes pour se défendre. Mm. Vous écrivez dans la préface à ce livre collectif que le grand écrivain hongrois Imre Kertész, prix Nobel de littérature en 2002, reflète pour vous l'esprit européen. Expliquez-nous de quelle façon incarne-t-il cet esprit européen? Kertész, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de le fréquenter quand je vivais à Berlin, dans un cercle assez restreint. Et un jour, j'étais à son anniversaire à Berlin. Il était très entouré. Puis à un moment, nos regards se sont croisés. On ne se connaissait pas beaucoup. Il parlait très peu. Il était déjà malade à l'époque. Et en croisant nos regards, oui, j'ai vu le XXe siècle européen chez lui. C'est-à-dire qu'à la fois, je voyais la candeur de l'enfant. Il avait des yeux très bleus, très clairs. Je voyais la candeur de l'enfant. Je voyais aussi la malice d'un écrivain qui, arrivé à 80 ans, était passé par... Enfin, voilà, qui avait vécu. Et cette malice propre aux écrivains d'Europe centrale, de cette génération, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, du stalinisme, de l'absurde érigé en système par Moscou. Et puis à un moment, ce regard, mais en l'espace de quelques dixièmes de seconde, quelques secondes, ce regard s'est totalement voilé. J'ai vu l'immense tristesse. L'immense tristesse d'un homme qui était passé par Auschwitz à l'adolescence et qui, par ailleurs, avait aussi été confronté à l'autre monstre totalitaire du XXe siècle, à savoir le stalinisme, le communisme. Oui. Et pour moi, cette fraction de seconde, en fait, où nos regards se sont croisés, j'ai vu le XXe siècle européen chez Kertész. Mm. Et du coup, ces deux totalitarismes-là, le totalitarisme, la barbarie nazie, et puis le totalitarisme communiste après, soviétique, ils ressortent beaucoup de ce livre collectif. Complètement. Moi, j'avais vraiment donné carte blanche, j'allais dire à mes auteurs, mais ça a été mes auteurs le temps d'un livre. Je leur avais simplement demandé d'écrire sur un lieu de leur pays qui évoque la culture et l'histoire européenne. Et donc je n'avais aucune idée sur quoi ils allaient écrire. Et effectivement, beaucoup d'auteurs ont écrit soit sur le vide immense, la béance provoquée par la disparition, l'extermination des Juifs d'Europe centrale et orientale, soit sur les ravages du communisme. Je pense qu'on peut vraiment parler d'un génocide culturel en Europe centrale et orientale pendant 45 ans, qu'on a très très mal mesuré en Europe occidentale et particulièrement en France. Parce que très longtemps, le communisme a eu très bonne presse. On n'a pas voulu ouvrir les yeux sur ce qui s'était passé, sur les massacres, sur les disparitions, et puis sur la disparition d'une culture. Et là, je crois que l'invasion russe en Ukraine nous rappelle ce qu'a été le communisme. En fait, c'était l'impérialisme russe qui avait pris les oripeaux du communisme à l'époque sur toute une partie de l'Europe. Et de quelle façon est-ce que ça hante aujourd'hui l'avenir ou le présent européen? Alors le présent, on le voit, l'impérialisme russe est à l'œuvre et on ne sait pas jusqu'où il va s'arrêter.
le passé, il est partout. Lorsque vous vous promenez en Europe centrale et orientale, on le constate. On constate la béance, le manque en fait, hein, c'est la disparition des Juifs, qui était une population si importante dans la plupart de ces pays. Et en ce qui concerne les ravages du communisme, on le voit à la façon dont finalement ces pays ont sauté presque sur le capitalisme le plus sauvage. C'est-à-dire la disparition d'une tradition. Ces pays ont incroyablement souffert. C'est ce que l'historien américain Timothy Snyder appelle les terres de sang. C'est-à-dire cette bande qui va de la Baltique à la mer Noire et sur laquelle est située malheureusement l'Ukraine. C'est avec ces mots qu'on va devoir conclure cette émission. Merci beaucoup Olivier Guèze d'être venu nous présenter le Grand Tour et puis d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur ce conflit et puis sur le réveil de l'Europe peut-être. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aussi à ceux qui l'ont rendu possible. Et on se quitte avec une sélection de photos de graphes captées à travers le monde, du street art en hommage au peuple ukrainien. Une façon de rendre hommage à leur courage et peut-être aussi, je l'espère, de leur manifester notre soutien. À très bientôt.